Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur le thème du fonctionnalisme, dans laquelle on va se demander si le fonctionnalisme, en théorie de l'esprit, est une croyance. Alors la thèse que je vais défendre, c'est que le fonctionnalisme est une croyance, et pour cela je vais donc procéder en deux mouvements. D'abord, je vais montrer que le fonctionnalisme n'explique pas la conscience phénoménale, et que ce n'est pas une théorie scientifique. À partir de là, si le fonctionnalisme n'est qu'une thèse sans fondement scientifique, on va se poser la question pourquoi des gens y croient. Et donc, comme il n'y a pas de bonne raison scientifique, je vais plutôt m'appuyer sur des explications psychologiques et aussi sur des biais cognitifs connus. Donc, je vais m'inspirer en ça de la méthode de certains zététiciens pour tenter de comprendre pourquoi des gens croient au fonctionnalisme. Alors, je vais m'appuyer sur la vidéo de Patience, une vidéo intitulée Une machine peut-elle penser? Intelligence artificielle et fonctionnalisme. Pourquoi je vais m'appuyer sur cette vidéo? C'est pas pour la critiquer, malgré qu'il y ait des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. J'en ai d'ailleurs discuté avec l'auteur assez longuement sous les commentaires de la vidéo. Mais je trouve que c'est un des rares vulgarisateurs qui connaît bien toutes les nuances du fonctionnalisme. Et il a les idées bien claires, bien ordonnées. Sa vidéo est bien faite, bien structurée. Et puis, bon, il y a des beaux schémas avec des vidéos qui sont sympas. Donc je trouve que je vais pouvoir caler ça dans ma vidéo. Ça rendra le tout plus agréable. Voilà. Bon, et bien commençons. Alors, avant de parler du fonctionnalisme, on va déjà définir, comme le fait Patience dans sa vidéo, définir un peu ce que c'est que la conscience phénoménale. C'est important de le rappeler parce que pas forcément clair pour tout le monde. Donc la conscience phénoménale est la conscience caractérisée non pas par sa ou ses fonctions, mais par la manière dont elle est vécue subjectivement, par l'effet que cela fait d'avoir une expérience consciente, par la qualité subjective de nos expériences conscientes. Ensuite, on nous donne quelques exemples de ce qu'on appelle des expériences conscientes. Donc ça va, si vous regardez un petit peu, ça va de toutes les cinq sens en fait, toucher, odorat, etc. Aussi les perceptions somatiques, l'imagerie mentale, les pensées, les émotions et le sens de soi. Donc ça regroupe vraiment toutes les expériences conscientes qu'un homme peut avoir. Alors moi je vais appeler ça des objets de conscience, par opposition au sujet conscient, c'est-à-dire à l'individu qui fait l'expérience de ces phénomènes. Maintenant que ça s'est posé, voyons maintenant la définition du fonctionnalisme en lui-même. Donc je vais aller très vite sur l'historique du fonctionnalisme, parce que ça permet de comprendre comment cette idée a germé en fait. Donc à l'origine, dans les années 20 à 50, la théorie en vogue c'était le behaviorisme, donc, ou le comportementalisme. Donc le behaviorisme, on se disait, bon bah comme les états mentaux, la conscience, etc., ce ne sont pas des choses qu'on peut mesurer, on va se baser uniquement sur le comportement des animaux ou des êtres humains euh, pour, pour tenter d'expliquer le fonctionnement. Donc c'est un peu une espèce de boîte noire, le cerveau, et puis on regarde juste les entrées et les sorties. Alors cette théorie-là, elle a été abandonnée parce que ça faisait l'impasse sur les états internes. C'est-à-dire qu'en fait, un homme peut très bien vous sourire,
tout en vous modisant intérieurement. Donc l'état interne n'est pas du tout pris en compte, et donc finalement ça n'explique pas bien les choses. La théorie qui a succédé, c'était donc le physicalisme. Là, dans le physicalisme, aussi appelé théorie de l'identité, on considère que l'expérience subjective, c'est égal à l'état physique du cerveau. Donc, il n'y a rien entre. Vous êtes ce que votre cerveau fait, chimiquement, électriquement, à un instant T. C'est ça exactement qui définit votre expérience. Alors ça a été aussi abandonné parce que pour le problème de ce qu'on appelait le chauvinisme neuronal, c'est-à-dire que ça invalidait en fait la possibilité que d'autres animaux ou d'autres formes de vie, des extraterrestres, etc., mais qui n'auraient pas les mêmes neurones, les mêmes fibres nerveuses, puissent avoir une conscience comme nous en avons une. Et aussi d'autres problèmes théoriques. En bref, ça a été abandonné au profit du fonctionnalisme à partir des années 60, qui est la théorie dont on va parler aujourd'hui. Alors, dans le fonctionnalisme, on va s'intéresser non pas au comportement observable, comme dans le behaviorisme, ni se focaliser de trop près sur la réalisation physique, mais on va s'intéresser à la fonction qui est réalisée par le cerveau. La fonction étant donc une espèce d'abstraction du calcul ou de la chaîne causale qui est implémentée par le cerveau ou par tout autre appareil capable de faire des calculs. Et donc le fonctionnalisme potentiellement peut inclure toutes les espèces, quelle que soit leur constitution physique ou biochimique, et aussi l'intelligence artificielle, puisque la fonction ne dépend pas du support sur lequel elle est implémentée. Alors le problème avec le fonctionnalisme, selon moi, et selon d'autres, c'est qu'il finalement ne s'attaque pas à la partie difficile du problème, qui est comment expliquer le vécu subjectif. Mais ça, on va en reparler. Alors, une petite définition propre. Donc, le fonctionnalisme définit la conscience phénoménale par sa fonction et non par sa substance. Un état mental, comme la douleur, est un rôle causal qui lie un stimulus et ou des états internes à une réaction. J'insiste sur le est, on a une stricte identité là. Ainsi, l'esprit est au cerveau ce que le logiciel est au matériel, ce qui rend la conscience théoriquement possible sur d'autres supports. Et ça, c'est un concept important dans la théorie fonctionnaliste, c'est le concept de réalisabilité multiple. Ok, passons maintenant aux contre-arguments. Alors, le premier contre-argument qu'on pourrait faire, c'est si c'est une théorie scientifique, est-ce qu'on a des publications scientifiques qui viennent la supporter? On va demander à notre ami Gemini ce qu'il en pense. Existe-t-il un article qui prouve que la conscience est créée par l'activité neuronale? Non, il n'existe aucune preuve définitive. Bien que la science montre une corrélation étroite entre l'activité cérébrale et l'expérience vécue. Donc, voilà ce que dit le consensus scientifique. Alors, la méthode peut paraître un peu triviale, mais c'est un fait. Il n'y a aucun article parmi les dizaines de milliers de publications sur le sujet des neurosciences et de la conscience. Il n'y a aucun article qui vient appuyer, valider cette soi-disant théorie. Ensuite, on va s'attaquer aux arguments plutôt logiques. Donc, c'est des arguments qui ont été opposés par principalement par des philosophes. Le premier d'entre eux, c'est l'argument de la chambre chinoise.
Donc l'expérience de la chambre chinoise, donc expérience qui a été imaginée par John Searle, c'est une expérience qui est née dans le contexte des débuts de l'intelligence artificielle. Euh, donc déjà, dans les années 80, on se demandait si une intelligence artificielle pouvait être consciente. Et donc ce que l'expérience démontre, c'est que en fait, on pourrait très bien avoir un homme enfermé dans une chambre et qui donc pourrait manipuler des symboles chinois en suivant une liste de règles qui lui serait donnée dans un manuel. Et donc ça pourrait faire croire à un observateur extérieur qui, qui lui parlerait chinois, ça pourrait lui faire croire que la machine comprend le chinois, puisqu'elle obtiendrait des réponses en chinois. Mais ce que l'expérience nous fait comprendre, c'est qu'en fait, la machine peut produire une réponse même sans comprendre le sens des symboles qu'elle manipule. Euh, donc en fait, la manipulation de symboles, c'est-à-dire la syntaxe, ne suffit pas à produire du sens, euh, une compréhension réelle, c'est-à-dire que ça ne suffit pas à produire la perception d'un contenu intelligible par un sujet conscient. C'est ça que l'expérience cherche à démontrer. Ensuite, une autre expérience qui est venue un peu aussi mettre à mal le fonctionnalisme, c'est l'expérience du spectre inversé. Donc là, on imagine qu'en fait, on pourrait très bien avoir des individus. Alors, bon, il y a différentes versions de l'expérience, mais on pourrait très bien avoir des individus qui percevraient le monde avec un spectre inversé. Euh, alors, ça ne changerait pas ni la saturation des couleurs, ni la luminosité des scènes. C'est simplement qu'on aurait fait subir une rotation à la roue des couleurs, et donc le sujet atteint de ce syndrome ne percevrait pas les mêmes couleurs qu'un autre, et pourtant fonctionnellement, ça ne ferait aucune différence. Alors, bien sûr, le fonctionnaliste va dire que oui, bon, si le ressenti n'est pas le même, ça veut dire que la fonction n'est pas la même. Ou alors que euh, même quand on change les couleurs, et ben en fait ça change quand même la fonction. Euh, le fonctionnaliste va pouvoir contrer cet argument. Il pourra toujours le contrer l'argument. C'est ce qu'on verra un peu plus tard dans la question de la non-réfutabilité du fonctionnalisme. Mais l'argument en soi, il est tout à fait recevable. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer, au moins conceptuellement, que on peut effectuer exactement la même fonction avec une qualité, un ressenti subjectif qui n'est pas forcément le même. La, la perception, le ressenti subjectif, intuitivement, est tout à fait secondaire dans l'exécution de la fonction. C'est quelque chose qui vient se rajouter par-dessus la fonction elle-même. Et donc c'est ça qui remet en cause la thèse fonctionnaliste. Un troisième argument, c'est l'argument du cerveau chinois. Euh, alors là, on dit bon bah on pourrait très bien remplacer euh, chaque neurone d'un cerveau par un être humain. Donc on prend des Chinois parce qu'il y en a plein. Et puis on recréerait comme ça une copie parfaite d'un cerveau. Ces humains, ces Chinois échangeraient des informations de façon à implémenter exactement la même fonction que chaque neurone. Et donc bah, on aurait un, l'apparition d'une conscience qui serait la même conscience que le cerveau qui a été copié. Et donc ce que Ned Block essaye de montrer par cet exemple, c'est l'absurdité du concept. C'est qu'on n'imagine pas comme ça 100 milliards d'êtres humains communiquant avec des radios, euh, que ce système-là pourrait avoir une douleur ou
percevoir la couleur rouge, par exemple. Ça paraît totalement absurde et contre-intuitif. Et c'est pourtant euh, une conséquence directe de la théorie de la réalisabilité multiple. Bon, euh, alors, je vais m'apesantir un petit peu plus sur cette expérience de pensée-là, puisque bien, dans la vidéo de Patience, il en parle un petit peu de ça. Alors, voyons voir ce qu'il nous dit. En y réfléchissant, ce qui se passe au niveau moléculaire dans la cognition vivante est comparable à une machine de Rube-Goldberg, une série opportuniste de causes et d'effets sous-produits de l'évolution darwinienne servant un but fonctionnel. Si la possibilité d'induire la conscience avec un système purement mécanique vous choque, il n'y a aucune raison que cela ne vous choque pas tout autant avec un cerveau. Voilà, donc ce qu'il nous dit, euh, donc j'ai remis la phrase là en bas, parce qu'on va voir que cette phrase, elle me pose un petit problème. En gros, ce qu'il dit, c'est que quelque chose qui est possible avec des neurones, bah, finalement, comme quand on y regarde de très près au niveau moléculaire, les neurones, c'est quelque chose de très mécanique, c'est des réactions, des protéines, qui se détachent, qui se rattachent. Ça peut se comparer à un espèce de Lego microscopique. Et donc, en vertu de la réalisabilité multiple, si c'est possible sur ce support-là, on peut très bien remplir la même fonction avec des roues dentées, des valves hydrauliques, n'importe quel système purement mécanique. Euh, oui, bon, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est la fin de la phrase en fait, puisqu'il dit il n'y a aucune raison que cela ne vous choque pas tout autant avec un cerveau. Donc ça, implicitement, ça veut dire que c'est le cerveau qui induit la conscience. C'est comme si on était implicitement d'accord avec ça. Euh, alors c'est peut-être pas intentionnel, hein, mais c'est pris comme un fait acquis que le cerveau produit la conscience. Alors, je ne suis pas d'accord et je vais expliciter un peu ce qui pour moi est d'accord et ce qui n'est pas d'accord. Donc, que le cerveau puisse remplir une fonction. Je suis tout à fait d'accord. Prenons l'exemple de la fonction de reconnaissance de visage. Donc le cerveau va pouvoir identifier la personne, éventuellement dans quel état émotionnel est la personne. Ça, un cerveau organique peut le faire. Je suis d'accord. On sait aussi que un réseau de neurones peut le faire. À partir d'une image, on peut, par différentes techniques, reconnaître la personne et son état émotionnel. Il n'y a pas de souci. C'est une fonction, et comme toute fonction, elle peut être implémentée sur un support différent. Donc pourquoi pas être implémentée sur une machine en bois avec des roues dentées. Ça, ça, personne ne dit le contraire. Ça, c'est tout à fait possible. Mais de quoi est-ce qu'on parle là? On parle d'une fonction avec une entrée et une sortie. Potentiellement des états internes, mais on parle avant tout d'une fonction. Mais dire ça, c'est complètement indépendant du fait de dire que le cerveau a une conscience. Donc, moi, cette affirmation-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... J'ai l'impression de me faire avoir quelque part. Donc, moi, ce que je dirais, c'est si la possibilité de reconnaître un visage avec un système purement mécanique vous choque, il n'y a aucune raison que cela ne vous choque pas pour autant avec un cerveau. Ça, d'accord. Mais là, en fait, dans la façon dont c'est dit, il y a eu un glissement de fonction vers conscience. Et ça, c'est un peu... je dirais que c'est quelque chose d'assez typique des fonctionnalistes. Hein, c'est que, oui, c'est normal, c'est leur thèse. Hein, mais dans ce cas-là, dites que
c'est une thèse, mais n'essayez pas de faire passer ça à travers un raisonnement, parce que sinon c'est un raisonnement qui se mord la queue. Donc, un petit résumé sur les trois premiers contre-arguments qu'on vient de voir ensemble. Euh, donc, la réalisabilité multiple. Donc ça, c'est seulement une conséquence du fonctionnalisme, s'il est vrai. Que la réalisabilité multiple, en fait, c'est tout le temps vrai, quelque part. Elle n'implique pas que le cerveau induit la conscience, et moi je rajoute qu'elle affaiblit la crédibilité de la thèse à cause des conséquences non intuitives qui en découlent, voire les trois expériences de pensée précédentes. Alors je vais rajouter quelque chose pour encore venir un peu enfoncer le clou. Donc NetBlock s'intéressait aussi beaucoup à la neurologie, et donc lui il a mis en exergue le cas d'une anomalie neurologique qu'on appelle la vision aveugle. Ça, c'est un symptôme assez extraordinaire. Donc, ce sont des gens en fait qui sont en pratique aveugles, mais qui arrivent quand même à réaliser des tâches qui impliquent la vision. Alors, bon, techniquement, je pense que je ne vais pas pouvoir bien vous expliquer, mais le cortex visuel est endommagé, mais comme la vision en fait passe par deux chemins différents, donc il y a le cortex visuel où c'est là où on perçoit les formes, les couleurs, etc. Et il y a un autre chemin qui lui est un peu plus primaire, un peu plus ancien, qui s'occupe de la détection du mouvement, de saisir les objets avec les bras, etc. Donc quand vous souffrez de cette condition, vous ne voyez pas, comme un aveugle, mais si on vous montre un objet ou une lumière et qu'on vous dit bah, pointez-moi l'objet ou pointez-moi la lumière, le patient est capable de le faire. Alors qu'il n'a aucune conscience phénoménologique de l'objet qu'on lui demande de pointer. Il y a aussi une autre maladie, donc c'est l'inverse, c'est le syndrome d'Anton, où là c'est le patient, il croit qu'il voit, mais en fait il est vraiment aveugle. Bon. Mais ce que ces deux cas, enfin en tout cas le premier, mais le deuxième aussi montrent, c'est que on peut dissocier l'état mental et le rôle fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a là, il n'y a pas de qualia, il n'y a pas de ressenti subjectif d'un objet perçu, mais on a une fonction qui vient se greffer, qui vient quand même se greffer là-dessus. Donc ça vient affaiblir encore un petit peu le fonctionnalisme, dans le sens où on peut dissocier conscience et fonction. Le gouffre explicatif. Alors ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est toute l'absurdité, selon moi, de la thèse fonctionnaliste. En gros, on a envie de dire, mais d'accord, c'est la fonction qui crée, enfin, ou qui est l'expérience consciente. Et on a envie de dire pourquoi. Voilà, ça semble arbitraire, voilà, c'est comme ça. Pourquoi, comment, pourquoi c'est pas la dérivée de la fonction, pourquoi c'est pas la température des neurones. Non, ça a l'air très arbitraire. Alors, j'essaye de me mettre quand même un peu dans la tête d'un fonctionnaliste. On se dit que en fait cette idée elle vient du fait qu'on a des corrélats neuronaux, enfin des états neuronaux qui corrèlent de très près avec les états mentaux. Donc on est très tenté de se dire que c'est la même chose. Ça je peux le concevoir. Donc l'idée c'est qu'il y aurait un espèce d'isomorphisme, on va dire, entre la fonction, le processus causal et l'expérience. Alors,
ça, je comprends l'intuition, mais je n'y adhère pas parce que si on regarde l'ensemble des expériences conscientes qu'on peut avoir, donc je reviens à la définition. Alors, pour les expériences visuelles, auditives, tactiles, oui, là je peux voir un isomorphisme, même pour l'imagerie mentale, puisque on pourrait imaginer que l'image qu'on perçoit par l'œil, par exemple, on retrouve un peu une image similaire dans le cortex visuel. Même chose pour les pensées. Le processus de pensée, on peut très bien imaginer qu'il est isomorphe avec une fonction, puisque la fonction, on peut se la représenter un peu comme un algorithme ou un programme. Donc il y aurait la correspondance avec un algorithme ou un programme vécu subjectivement. Là, je peux concéder qu'il y a un espèce d'isomorphisme. Mais euh, pour une couleur, euh, pour la sensation de chaud et de froid, pour le plaisir sexuel, la faim, la soif, les émotions, je ne vois pas trop. J'ai du mal à me représenter un isomorphisme. Ça m'a l'air. J'ai l'impression qu'on a affaire à deux choses complètement différentes et euh, vraiment un problème de correspondance qui me paraît difficile à résoudre. Mais si vous voulez, même si on avait un isomorphisme comme ça, euh, il y a toujours la question de comment on passe de l'un à l'autre. Si vous voulez, là c'est un peu comme cet isomorphisme entre fonction et expérience vécue. C'est un peu comme de dire, bon, un algorithme de décomposition en facteur premier égale sensation subjective de la couleur rouge. Alors bien sûr, l'exemple est mal choisi, mais c'est pour montrer la différence de catégories, en fait, de catégories d'existence. On est sur des plans complètement étrangers. C'est un peu comme de dire, bah, la recette, là, c'est égal au gâteau. C'est la même chose. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça ne rentre pas. Et si encore il y avait une explication convaincante derrière tout ça, je me laisserais bien tenter, mais là, cette explication, on nous la donne jamais, quoi. Donc c'est pour moi le problème du fonctionnalisme, hein, c'est ce gouffre explicatif. C'est ce qui manque. Oui, on conçoit une fonction abstraite, un processus causal, oui, d'accord. Euh, euh, mais il manque encore un pas explicatif pour passer de cette fonction à l'expérience objective. Alors, après, on a donc la comparaison au vitalisme. Ça, c'est une comparaison qui est faite dans la vidéo de Patience. Alors, il ne fait pas une comparaison stricte, mais si vous voulez, c'est l'idée que à l'époque, quand on n'avait pas toute la connaissance de la biochimie, des cellules, de la génétique, etc., on ne comprenait pas trop comment les plantes, les bactéries, les animaux, comment ça pouvait se reproduire, pousser, grandir. Et donc on avait inventé ce concept d'élan vital comme une espèce de force un peu magique, un peu mystérieuse, qui serait derrière tous ces phénomènes. Et donc l'idée, c'est de dire que, en fait, une fois qu'on a l'explication de ce qui se passe au niveau microscopique, quand on a bien compris les objets en présence et la façon dont les chaînes de cause à effet, eh ben, on comprend le fonctionnement et donc on n'a plus besoin d'une force vitale
pour expliquer le phénomène. Alors, oui. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas faire la comparaison entre la force vitale et la conscience. Parce que l'élan vital, plutôt. L'élan vital, la différence, c'est que l'élan vital, c'est un peu comme le behaviorisme dont on parlait tout à l'heure. Ça cherche à expliquer un comportement. C'est-à-dire qu'on voulait savoir comment la matière pouvait bouger ou pousser, grandir, se reproduire. Bon, ça, ce sont des phénomènes qu'on voit, qu'on peut mesurer et observer de manière objective. Ce sont des phénomènes matériels. Alors que dans le cas de la conscience, c'est pas quelque chose qu'on peut observer, c'est quelque chose de privé, d'intime, c'est une donnée subjective. Donc le parallèle correct avec l'élan vital, ça serait de dire qu'on cherche à expliquer le comportement de l'homme en observant son comportement. Bon, ben, ça, on peut le faire déjà avec de la psychologie et des neurosciences. Mais là, c'est le vécu subjectif qu'on cherche à expliquer. Donc c'est pas la même chose. Ça ne, les deux cas ne sont pas semblables. Donc pour moi, cette comparaison, elle ne tient pas. Je dirais même que ça va être encore pire. Euh, J'ai envie de dire, plus on va découvrir des choses sur la façon dont fonctionne le cerveau, bah, si vous voulez, plus les chaînes causales à l'intérieur du cerveau vont être connues, puisqu'on arrivera à les visualiser dans les moindres détails. Donc plus on sera capable d'expliquer les fonctions, justement, plus on sera capable, cette fameuse fonction abstraite dont parle le fonctionnalisme, bah, finalement, on n'en aura plus besoin puisque on sera exactement capable de la réduire à des interactions entre neurones. On pourra faire une simulation parfaite. Donc, cette idée de fonction abstraite sera plus vraiment nécessaire. Et par contre, il y aura toujours la conscience qui restera à expliquer. Donc, moi, je pense que bah, c'est comme cette histoire de la simulation du verre, là, dont patience, je vais vous montrer la vidéo. Bah, ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Comme c'est un organisme simple, on a pu simuler son cerveau aux neurones près, aux synapses près. Certainement que ça doit simuler les muscles aussi. On simule aussi l'environnement liquide autour de lui et on est capable d'observer, bah oui, on croirait un vrai verre. Donc là, on a une connaissance complète du substrat matériel. On pourrait même, si on voulait, comme c'est une simulation, on pourrait connaître exactement l'état de chaque neurone, de chaque synapse à chaque microseconde. Mais est-ce qu'on sait ce que ressent le verre? Non. On ne sait même pas s'il ressent quelque chose. Du coup, donc vous voyez, je pense que c'est un peu une balle dans le pied, ce truc-là, pour le fonctionnalisme. Et je pense que plus les neurosciences vont progresser, plus on s'approchera d'un mur, en fait, d'un mur explicatif, par cette méthode en tout cas. On va passer maintenant au point numéro 3, qui est donc la non-réfutabilité. Alors ça, c'est pour venir appuyer le fait que le fonctionnalisme n'est pas une théorie scientifique. Donc, pourquoi il n'est pas réfutable, le fonctionnalisme? Parce que, typiquement, c'est l'exemple du zombie philosophique. On imagine un être humain qui aurait exactement les mêmes fonctions, les mêmes processus causaux à l'intérieur de la tête, mais sans conscience. Ça, pour le fonctionnaliste, ce n'est pas possible. Ou même pour l'histoire du spectre inversé, si vous dites bon bah c'est la même chose mais pas avec les mêmes couleurs, le fonctionnaliste va vous dire ben oui mais en fait c'est pas tout à fait la même fonction si on change la couleur. Vous
Ou alors il va vous dire, pour le zombie philosophique, il va vous dire, mais comment vous savez qu'il n'est pas conscient? C'est trop, c'est trop permissif, en fait, le fonctionnaliste. Vous pouvez toujours venir vous bricoler une fonction qui vous arrange. Donc, ce problème de pouvoir toujours redéfinir la fonction, bah, et puis il y a un deuxième problème qui est que de toute façon, la conscience phénoménale, on ne peut pas la tester de l'extérieur. Bah, le fonctionnalisme, il est tranquille. On peut pas, il n'y a aucune expérience qui peut venir lui dire bon bah voilà, là il y a une fonction mais pas de conscience, ou il y a de la conscience mais pas de fonction. On ne peut pas l'invalider dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est donc pas une théorie scientifique. Alors maintenant, on passe à la partie qui, je pense, est la plus intéressante de ce rapide exposé. C'est la question de la croyance. Donc, on va faire un rapide résumé de tout ce qu'on a vu pour vraiment bien avoir tous les éléments à l'esprit en même temps. Donc, on a évalué la thèse fonctionnaliste sous divers aspects. On a regardé est-ce qu'il y avait des publications scientifiques pour appuyer cette thèse. On a vu qu'il y en avait 0. Alors je précise, pour appuyer la thèse que le fonctionnalisme explique la conscience phénoménale. 0. Ensuite, on a présenté des contre-arguments que moi je trouve solides, en tout cas sérieux, mais qui effectivement, vu que c'est pas une théorie scientifique, bah, tous ces arguments sont c'est des coups d'épée dans l'eau, hein, puisque le fonctionnalisme est non réfutable. Alors, d'un côté, il n'est pas réfuté, mais de l'autre, il n'est pas scientifique. L'argument, pour moi, qui est quand même important, c'est alors c'est pas un argument, c'est une explication que j'ai essayé de faire, c'est ce problème du gouffre explicatif. C'est-à-dire qu'on nous parle de fonctions, de chaînes causales, de cause à effet. Mais tout cela, c'est bien, conceptuellement c'est bien, mais ça n'explique pas comment l'expérience subjective peut être produite. On a donc, mais il n'y a même pas un début d'explication. 0 début d'explication. Et puis après, il y a cet argument du vitalisme, comme quoi cette explication va finir par venir. Moi, j'ai montré qu'on ne pouvait pas faire la comparaison, et donc pour moi, c'est pas un argument valide. Bon, si on regarde honnêtement ce qu'on a sous les yeux, 0 publication, pas une théorie scientifique, des contre-arguments solides, gouffre explicatif, ça fait beaucoup quand même. Je pense pas exagérer en disant que c'est assez faible. Vraiment, si on regarde, là je m'adresse aux fonctionnalistes ou aux matérialistes, puisque c'est un peu la même famille. Si on regarde froidement, hein, sans biais, sans a priori, on peut dire qu'on a vu des théories mais meilleures que ça quand même. Hein. Donc ce que je vais proposer maintenant, et c'est là le but de ma vidéo, c'est que je vais proposer pas une expérience de pensée, mais plutôt un jeu de rôle. Voilà. On va imaginer que tout ce qui a été présenté avant, ça s'adressait pas à l'intention du fonctionnalisme, mais à l'intention du dualisme, qui est donc une autre théorie de l'esprit. Ben, je pense qu'on aurait pu faire un constat assez similaire. Est-ce qu'il y a des publications scientifiques qui prouvent le dualisme, enfin qui prouvent que un esprit immatériel peut produire de la conscience? Non. Est-ce que on aurait pu trouver des expériences de pensée pour l'invalider? Oui, on aurait pu parler du problème de l'interaction, de la clôture causale, problème de la dépendance. Enfin, vous voyez, ça c'est des contre-arguments qui sont connus. Comment un esprit matériel peut influencer la matière, etc. Donc on aurait eu
on aurait apporté des contre-arguments logiques solides. Et malheureusement, le dualisme lui aussi est irréfutable. Donc voilà. Le gouffre explicatif, pareil. C'est-à-dire que le dualisme, en postulant l'existence d'une substance immatérielle, bon, oui, c'est bien, mais ça n'explique toujours pas comment cette substance immatérielle peut donner lieu à une conscience phénoménale. Donc on est dans le même cas. On a un gouffre explicatif aussi. Et pareil, la comparaison au vitalisme ne tient pas, puisque dans 150 ans, avec les progrès de la science, le dualisme, enfin la substance immatérielle, on n'aura toujours pas d'explication. Bref. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'essaye de mettre en valeur là, c'est que si on compare ce qu'on a à se mettre sous la dent avec le fonctionnalisme et avec le dualisme, bah, c'est un peu kiff-kiff, hein, d'un point de vue scientifique, si on regarde les choses froidement. Pour moi, c'est la même chose. Mais, non. Moi, je pense que là, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi pour dire que c'est la même chose. Bon, il faut argumenter, mais moi, j'essaye d'être impartial et je pense qu'on n'est pas très loin quand même. D'ailleurs, dans certaines formes de dualisme, c'est quasiment du fonctionnalisme, hein. Vous avez la théorie d'Aristote là, avec la cause matérielle, la cause formelle. On est là-dedans. La forme, la cause formelle, ça correspond tout à fait à la fonction abstraite des fonctionnalistes, puisque Aristote disait si l'œil était un animal, la vue serait son âme. Donc, pour moi, il y a un parallèle assez fort. Et au niveau de la validité scientifique, du pouvoir explicatif des deux thèses, on est sur les mêmes niveaux. Mais les matérialistes vont me dire que ce n'est pas pareil. Donc pour moi, si ce n'est pas pareil, c'est que votre croyance dans le fonctionnalisme, c'est une croyance justement. Si c'est une croyance, il va falloir analyser cette croyance en appliquant une méthode zététique. Alors, pour ça, on va s'inspirer d'un professionnel en la matière, j'ai nommé Asserment Dax, qui a vraiment développé un savoir-faire, hein, dans la manière d'expliquer pourquoi certaines personnes sont enfermées dans des croyances qui ne... En fait, il essaye de trouver quelles sont les raisons de croire que les croyants... Voilà, c'est... Parce que c'est pas qu'ils sont bêtes, hein, mais en fait, il doit y avoir des raisons. Alors les raisons, quelles sont-elles? Alors en général, donc je vais reprendre un peu sa méthode. Donc on va prendre des raisons qu'on entend souvent. Donc ce sont les raisons psychologiques et les biais cognitifs. Alors, on va se passer dans le contexte du fonctionnalisme. Donc, effectivement, psychologiquement, rester dans la croyance du fonctionnalisme, c'est une économie d'énergie. Parce que sinon, il faudrait faire tout un tas de recherches dans la philosophie, dans la métaphysique, voire peut-être même dans la spiritualité. Il y a tout un corpus de connaissances à étudier pour pouvoir remettre en cause sa croyance. Bon. Ensuite, il y a au niveau de l'identité sociale, si vous êtes matérialiste, fonctionnaliste, bon vous pouvez pas le matin à la machine à café, vous pouvez pas dire à vos collègues ah maintenant je suis dualiste les gars. Si, mais ça se tient le dualisme. C'est pas si idiot que ça si on y réfléchit bien. Non, ça ne va pas marcher, tous vos collègues vont vous regarder de travers, et donc vous n'avez pas envie de vous les mettre à dos, vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous, donc vous allez persévérer dans votre fonctionnalisme.
Bon, donc on va pas faire toute la liste, hein, c'est pas très intéressant, euh, parce que, bon, trouver des explications psychologiques, euh, comme vous pouvez le voir là, on peut en trouver très facilement, hein, quel que soit le type de croyance, que ce soit qu'on croit pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, on pourra toujours trouver ce type d'explication. Et je trouve que ça n'a aucun intérêt. Alors, si les biais cognitifs c'est intéressant, c'est bien de les connaître et d'essayer de les éviter. Mais les explications psychologiques, ça, il faut arrêter. Euh, Parce que, si vous voulez, en général, on utilise ça pour les, les gens qui croient en des pseudosciences. Mais pour quelqu'un qui croit au fonctionnalisme, par exemple, on peut voir que c'est aussi une croyance. Parce que le fonctionnalisme, ça repose bien à la base, à la racine de cette croyance. Si on remonte la chaîne des croyances, c'est la croyance au matérialisme. Le matérialisme, c'est une croyance, enfin, c'est une posture métaphysique. Euh, et par définition, il est donc ni prouvable ni réfutable. Vous pouvez être dualiste, c'est ni prouvable ni réfutable. Idéaliste, ni prouvable ni réfutable. Matérialisme, pareil. C'est pas parce que la science est basée là-dessus que la posture métaphysique est vraie. Et ça, il y a beaucoup de matérialistes qui ne le comprennent pas, ça. Donc, celui qui croit au fonctionnalisme, à partir du moment où il a opté pour la posture métaphysique matérialiste, il n'a pas le choix que de croire au fonctionnalisme. Enfin, au fonctionnalisme ou à d'autres théories matérialistes. Il n'a pas le choix, c'est la conséquence logique. Donc il ne fait rien de mal en croyant à ça, c'est juste qu'il suit sa propre logique. Mais au début de cette logique, il y a une croyance. Donc voilà, il faut arrêter avec ça. Et puis, euh, c'est arrogant parce que justement, bah, vous dites, bon, bah, les pauvres, ils comprennent pas. Moi, je sais, moi, je suis rationnel. J'aimerais bien les aider, les remettre dans le bon chemin en leur montrant leur biais cognitif, en leur montrant les mauvaises raisons qu'ils ont de croire. Mais qu'est-ce que c'est que cette arrogance? Qu'est-ce que c'est que cette condescendance? Les gens qui font ça, il faut qu'ils comprennent que eux-mêmes sont déjà dans une posture qui n'est pas prouvée. Faut bien se mettre ça en tête, hein. Le matérialisme, c'est une posture métaphysique. J'espère que c'est clair. C'est pas parce qu'il jouit d'une position dominante qu'il a un statut supérieur euh, en- au niveau métaphysique que d'autres visions du monde. Ça, le matérialiste n'arrive pas à le comprendre. Il pense qu'il détient la vérité, vraiment. Bon, je pense que c'est un manque de culture philosophique, tout simplement. Après, il y a peut-être des explications psychologiques aussi, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Avant de conclure, je vais rebondir sur le petit teaser que Mandax a fait pour la vidéo qui doit sortir ce soir avec le professeur Charpier sur la conscience. Il nous a fait un teaser bon, qui est très drôle, hein. Mais si vous voulez, il y a des trucs qui me dérangent un peu. Je suis obligé d'en parler parce que c'est. J'aurais bien voulu arrêter la vidéo là, mais c'est tellement un concentré de bêtises que je suis obligé de dire un petit mot là-dessus. Donc, euh, en gros, il tourne un peu en dérision les gens qui sont dans la pleine conscience, tout ça, qui croient mieux savoir que les scientifiques ce que c'est que la conscience. Si vous voulez, dans ce qu'il dit, dans le teaser, il y a cette idée que euh, la spiritualité est équivalent à de l'antiscience. Et puis comme quoi, oui, il n'y a que la méthode empirique qui peut établir des vérités. Bon, ça, c'est pas vrai, hein. Est-ce que les mathématiques sont le résultat d'une démarche empirique? Non. Bon. Donc voilà déjà un contre-exemple. Donc la vérité, elle peut s'atteindre de différentes façons. Euh, alors, dire que spiritualité est équivalent à être contre la science, c'est euh, n'importe quoi. Et en plus, dans la façon dont Assermandax nous présente ça, il nous fait
un condensé de biais cognitifs. Alors, je vous en mets quelques-uns là. Donc déjà, il y a le biais de représentativité. Donc on juge un groupe entier à partir d'un exemple frappant ou d'un stéréotype. Donc souvent on voit, oui, les gens qui sont anti-vax sont aussi dans le New Age, etc. Donc on amalgame tout ça. En plus on amalgame le New Age à la spiritualité authentique, ce qui est encore un deuxième biais, on va dire. Et donc voilà, donc on arrive à anti-vax, anti-science. Donc spiritualité New Age, donc spiritualité anti-science. Gros biais cognitif, ça commence mal. Alors le biais de disponibilité, bon ben oui voilà, on ne voit et on ne parle que des exemples un peu extrêmes, hein. Bon donc parce que c'est ça qui, c'est le putaclic ou c'est ce qui fait de l'audience à la télé. Donc en général on vous montre des gens qui se disent spirituels et qui sont euh, qui sont un peu éclatés du cerveau, quoi. Voilà, et puis après l'association elle est faite. Un troisième biais possible, c'est la fausse dichotomie. Donc la science, c'est la matière, la spiritualité, c'est l'esprit. Donc c'est forcément, ça s'oppose. Pas du tout, pas du tout. On peut être tout à fait admiratif de la science, euh, des percées qu'on a fait dans la compréhension de la matière, tout en développant en parallèle une spiritualité tout à fait équilibrée. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'opposition, pas du tout. Ça, c'est un biais imbécile. Et puis, alors celui-là, il est un peu plus grave. C'est l'essentialisme psychologique. On suppose que certaines catégories ont une essence profonde et immuable. Ça, c'est un peu comme le racisme, si vous voulez. Le racisme envers la spiritualité. Donc, à aucun moment, on envisage que euh, la spiritualité, ça puisse être le résultat d'un parcours personnel ou même un phénomène sociologique, hein. Non, non, euh, et ça va forcément, quand on est spirituel, on est forcément anti-science. Voilà, ça fait un tout qui est peut-être inscrit dans les gènes, on ne sait pas. Et voilà. Mais bon, on va quand même essayer de voir si on peut réconcilier un petit peu tout ce qui est objectif, approche empirique, et subjectif slash approche spirituelle. Donc, je vous mets rapidement des résultats, une petite recherche que j'ai faite sur le lien entre la méditation et l'évitement des biais cognitifs, puisque je voudrais utiliser ça dans la comparaison que je vais faire après. Donc, est-ce qu'on ne peut pas réconcilier l'approche, on va dire, spirituelle et l'approche scientifique? Donc, on va voir ça sur trois aspects, alors qu'on a vu hein, un peu précédemment. Donc, les biais cognitifs, l'ego et la conscience. Voyons voir ce qu'on peut dire de ces trois choses-là en se plaçant soit d'un point de vue on va dire de la spiritualité, du subjectif, et du point de vue de la science et de l'objectif. Donc les biais cognitifs. Donc on a vu à l'instant que la spiritualité, ou la méditation en tout cas, était une méthode qui permet de réduire les biais cognitifs. La science sur les biais cognitifs, elle a aussi beaucoup de choses à nous dire. D'ailleurs, Acermandax nous a pondu un bouquin là-dessus, je crois, hein, je ne l'ai pas acheté, mais et il en parle souvent. Donc tout ça, ça a été étudié, les biais cognitifs, on sait. Donc, la science va nous dire comment ça fonctionne au niveau du cerveau. La méditation va nous dire quelle pratique faire pour être plus conscient des biais cognitifs. Donc c'est deux choses différentes. Notez d'ailleurs que c'est pas parce qu'on connaît tous les biais cognitifs qu'on ne les subit pas soi-même. Suivez mon regard. Donc, deux façons d'aborder le truc de manière complémentaire. Ensuite, je vais prendre l'exemple de l'ego. Donc l'ego, c'est ce
ce qu'on va qualifier en psychologie ou en neurosciences de pensée autoréférentielle. Ça a été identifié récemment, en 2001. Donc c'est un sous-ensemble de réseaux à l'intérieur du cerveau qui, quand il est actif, entretient ce qu'on appelle la narration autobiographique, la projection dans le futur ou la rumination aussi. Enfin, ça permet de maintenir un moi, la sensation d'un moi continu dans le temps. Bon, bah, très bien. La science a donc apporté un corrélat à l'ego. Donc, un bon point pour la science. Je me permets de noter que la spiritualité, bon là malheureusement on est obligé de constater que la spiritualité, elle nous parle de l'ego depuis plus de 3000 ans. Bon, c'est d'ailleurs un peu une des premières choses sur lesquelles il faut travailler quand on commence sur une voie spirituelle. En fait, ce n'est pas la même chose. Avoir identifié un corrélat neuronal à l'ego, c'est une chose, c'est bien, ça va nous permettre de développer peut-être des médecines qui peuvent, je sais pas, éviter les ruminations ou ce genre de choses, antidépresseurs par exemple. Et l'approche méditative, elle va travailler directement dessus. C'est-à-dire que votre ego, vous allez le voir en action. D'un côté, on comprend d'un point de vue extérieur, objectif, avec des articles, des schémas. De l'autre, on a une compréhension directe, intime, à la première personne. Disons que si vous comprenez votre propre ego, vous avez quand même beaucoup plus de chances de pouvoir travailler dessus qu'en lisant une étude sur le Default Mode Network. La conscience. Alors ça, là donc c'était un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui avec le fonctionnalisme. Là par contre, je pense que la science, en tout cas telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui là-dessus, ne va pas y arriver. Parce que par construction, j'ai envie de dire, avec des corrélats, on va pas pouvoir dépasser ces données-là, alors que du côté d'une approche subjective, on va pouvoir dépasser. Pourquoi est-ce qu'on va pouvoir dépasser? Parce que on a derrière nous des traditions spirituelles millénaires qui proposent un cadre théorique, contrairement à ce que plein de gens pensent, et surtout des pratiques pour arriver à une compréhension fine et profonde et transformative de l'intérieur. Alors attention, là, petite mise en garde quand même, là je parle de tradition spirituelle millénaire, je ne parle pas du New Age, ça c'est du caca en boîte, il faut pas, ça n'a aucun intérêt. Je pense plutôt au bouddhisme, au zen, au taoïsme, à l'hindouisme. Là, il y a vraiment des choses sérieuses. Alors que, du côté objectif, on est bloqué parce que c'est objectif justement. Donc, on va être bloqué à observer des images de l'imagerie cérébrale. Oui, on pourra faire des corrélations, des analyses, des régressions, tout ce que vous voulez, mais on passera jamais la barrière objectif-subjectif. C'est, selon moi en tout cas, hein, c'est un mur épistémique infranchissable qui nécessite un changement de paradigme. Et d'ailleurs, je pense que ce changement de paradigme, il est en cours. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ce fonctionnalisme. Je vais vous laisser avec un ou deux liens vers une critique que j'ai faite du livre d'Asserment d'Axe sur la vie après la mort. Et puis je vais aller m'acheter des pop-corn parce que ce soir il va y avoir le professeur Charpier qui va nous expliquer toutes les corrélations qui existent entre le cerveau et la conscience phénoménale. Je vais prendre des notes parce que je pense que il va falloir repasser derrière pour montrer les incohérences. J'en prends le pari. Allez, à plus, salut!